La tournée royale des Windsor de Mike Keneally. Voilà un film qui a choisi le prisme des voyages de la famille royale pour en retracer le parcours, les hauts, les bas, les moments forts, les tragédies aussi. Mais question, la mort de la reine va-t-elle marquer un tournant, une rupture? Les fondations de la monarchie britannique sont-elles suffisamment solides pour traverser la tempête sociale, économique, politique? Pour en débattre avec nous ce soir, Olivier Cadic, bienvenue. Vous êtes sénateur centriste représentant les Français établis hors de France et vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Irène Frein, bienvenue. Vous êtes écrivaine. Vous avez participé au numéro spécial de Légende sur Élisabeth II qui avait d'abord été publié au printemps 2021 et qui vient d'être réactualisé, republié. Je cite également votre dernier roman, L'allégresse de la femme solitaire aux éditions du Seuil. Clémence Fourton est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférences en études anglophones à Sciences Po Lille. Vous avez publié l'année dernière Le Royaume-Uni, un pays en crise, point d'interrogation, dans la collection Idées reçues du Cavalier Bleu. Et puis Philippe Arroy est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Londres pour France Télévisions. Merci à tous les quatre. Irène Frein, quel est votre avis? Est-ce que la fin du règne d'Élisabeth II va faire trembler ou au moins vaciller la monarchie britannique, ou est-ce qu'elle est suffisamment solide pour tenir à cette disparition? À mon avis, pour le moins, elle va la faire évoluer. Et il est manifeste à travers les premiers faits et gestes du prince Charles qu'il a rompu avec la distance assez sévère que la souveraine maintenait en public avec les citoyens britanniques. Il a décidé d'innover aussi, c'est un homme qui aime innover. Maintenant, dans la situation de crise que traverse la Grande-Bretagne, mais aussi dans cet état qu'on retrouve dans d'autres pays européens de contestation systématique des us et coutumes et des institutions. Oui, comment va-t-il faire? Voilà beaucoup d'enjeux qui sont déjà posés. Olivier Cadic, vous pensez que la fin du règne d'Élisabeth II va faire évoluer la monarchie britannique, pas forcément la faire trembler, la faire vaciller? Mais on referme une période qui a été très longue. Je veux dire, il faut avoir plus de 80 ans pour se souvenir d'avant le règne d'Élisabeth. Donc, c'est un Britannique me disait, pour me comprendre, il faudrait que tu imagines que ton pays est désormais sans la Tour Eiffel. Voilà, donc c'est pour voir un peu ce que représente pour les Britanniques la disparition d'Élisabeth. Donc c'est quelque chose qui était évidemment anticipé, imaginé, mais inattendu. Une semaine avant, personne n'imaginait. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir l'opinion des Britanniques vis-à-vis de Charles III. Sondage 3 semaines auparavant, 30% des Britanniques pensent que Charles III pourrait être un bon roi. Vous les positionnez en pleine période de deuil, 60% des Britanniques pensent que Charles III va faire un bon roi. Donc, vous voyez qu'on rentre dans une nouvelle période avec tout d'un coup un monarque que tout le monde connaît, puisqu'évidemment, en qualité de prince de Galles. Alors maintenant, par rapport à ce que dit notre amie Irène Frein, je ne suis pas sûr que le roi Charles III puisse s'installer dans l'uniforme de coach, dans le rôle de coach que pouvait avoir Élisabeth II avec ses premiers ministres ou même avec des premiers ministres étrangers. Parce qu'effectivement, pour les premiers ministres, c'est une occasion de venir s'épancher auprès de la reine pour dire, voilà, j'ai tel problème. Et ils savaient que rien ne transpirerait de leur conversation. Et ça valait aussi pour des premiers ministres étrangers. Et Justin Trudeau l'a bien dit, ces conversations avec la reine étaient pour lui d'un apport conséquent. Donc ça va disparaître. Je ne suis pas convaincu que les premiers ministres vont de la même manière s'appuyer sur lui, comme ils s'appuyaient sur Élisabeth II. Voilà, le même regard. Et la monarchie en tant qu'institution, est-ce que la disparition d'Élisabeth II est propice à une remise en question, même du royalisme, j'ai envie de dire? Est-ce que des voix sont en train de s'élever au Royaume-Uni pour dire, bon, bah, voilà, on tenait à elle, mais on ne tient pas forcément à la monarchie britannique? Qu'en pensez-vous, Clémence? Oui, moi, il y a quelque chose que je perçois de cet ordre-là. En fait, je vous répondrai en 2 fois. Premièrement, on voit cette institution à l'œuvre, là, dans sa réaffirmation d'elle-même, sa manifestation d'elle-même par les rituels, par la couverture médiatique aussi qui va avec, que ce soit la BBC, mais plus largement dans tous les médias britanniques actuellement, c'est 24 heures sur 24. Voilà. Et cette mise en scène de la file d'attente pour aller se recueillir devant le cercueil, par exemple. Voilà. Donc on a vraiment
un renforcement du rituel monarchique, royal, qui est très prégnant. Et en fait, semblerait montrer un attachement, en tout cas. Alors, pas forcément. Une des analyses possibles de ça aussi, c'est de dire qu'on perçoit la faiblesse d'une institution avec la force dont elle a besoin de se manifester. C'est une interprétation d'historiens qui disent qu'il y a eu une invention de la tradition monarchique au XIXe siècle avec le rituel du couronnement, etc., parce que cette institution était alors jugée vacillante. Donc, ça, c'est la première partie de ma réponse, c'est qu'il y a actuellement une manifestation ostensible monarchique. À l'inverse, on perçoit aussi, et c'est peut-être d'ailleurs un effet de cette saturation aussi de l'espace médiatique, cette annulation des événements sportifs, etc., alors, il y a quelques voix républicaines qui sont quand même relativement rares, mais il y en a. Il y a eu des gens qui ont... Voilà, un passant qui, lors de la proclamation du roi Charles, tenait un panneau « Not my king ». Voilà, ce n'est pas mon roi. Voilà, mais ce sont plutôt des gestes individuels. Et par contre, il y a eu une répression très forte. Ils ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Donc, par peur aussi de crainte de donc, il y aurait un mouvement émergent qui... Alors, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qu'on peut dire, en tous les cas, c'est que cette transition-là est l'occasion de se poser ces questions. Vous avez, et les gens discutent même sur des commentaires d'articles de presse, sur les réseaux sociaux, ils se positionnent pour ou contre, pour la reine, mais pas forcément pour la monarchie. En tout cas, il y a quelque chose comme une petite discussion constitutionnelle en cours. Intéressant, donc il y a presque une mise à l'épreuve là, de la monarchie britannique. Mais tout à coup, je pense que le roi Charles a très bien compris que la monarchie fonctionnera si le souverain et le peuple sont sur la même longueur d'onde. Et on a bien vu qu'en 1997, au moment de la mort de Diana, il y a eu rupture et la monarchie a tremblé sur ses bases. Ce n'est plus le cas maintenant. Et la première chose qu'a fait le roi, avant de rentrer à Buckingham Palace, il y a une semaine, c'est d'aller vers le peuple, vers la foule. Très longuement, il les a salués. Il y a même une femme qui l'a embrassé. Il les a salués. Il s'est montré véritablement l'homme de la situation. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce que vous pensez qu'il le fait bien? Est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'il a le charisme? Est-ce qu'il a l'autorité naturelle? Je pense que là, il a fait un coup de maître. C'est-à-dire, c'est comme au théâtre, ce sont les premiers pas qui comptent. Là, je pense que ça a très bien marché. Et il a montré, effectivement, qu'il était l'homme de la situation. Puis après, il y a eu le discours dans lequel il a dit « Je ferai comme ma mère, la reine, la promesse qu'il a faite au peuple de le servir et de servir le pays jusqu'à son dernier souffle, je le ferai aussi. » Donc je ne pense pas que quand les ministres viendront, quand les premiers ministres viendront, rien ne sortira comme ça l'a été pendant 70 ans des conversations. Moi, je pense qu'il aura la carrure. Et puis, il lui a assuré une continuité. Il a compris que c'était la clé de son règne. Entre nous, il a eu le temps de se préparer quand même, 70 ans. Oui, c'est vrai. Et que dire de son approche de l'écologie? On dit que Charles III, on le dit, on le voit aussi, c'est un amoureux de la nature, un amoureux de l'environnement. Voilà une cause très moderne, très en phase avec la jeunesse. Qu'est-ce que ça peut lui apporter en termes d'image, Irène Frein? Est-ce que ça peut moderniser un peu l'image de la monarchie britannique? Est-ce que ça peut le rapprocher d'une génération qui n'est pas forcément très sensible à l'histoire de la reine ou moins que les autres? Alors, pour ce qui est de l'écologie, il a un avantage, c'est qu'il a commencé très tôt, très sincèrement, et qu'il a été à ce moment-là très vilipendé, moqué, avec parfois une certaine cruauté. Ses propos étaient déformés, on disait qu'il parlait aux roses de son jardin, on l'a caricaturé à longueur d'année, dès les années 80. Et pourtant, aujourd'hui... Alors, il avait mis ses principes à exécution dans le domaine de Highgrove. Il avait fait une ferme biologique. Il vendait depuis très longtemps des produits biologiques, certains succulents, j'y ai goûté. Vous avez eu cette chance? Oui, mais on les vendait à Paris. C'était très bien organisé. Et il avait lu beaucoup sur
l'écologie, s'était nourri de textes scientifiques et certains aussi philosophiques. On le moquait notamment pour le fait qu'il était un fan d'un philosophe ici ignoré, Van der Post, et aussi pour le chagrin qu'il a éprouvé quand celui que la presse britannique appelait son gourou est décédé. Mais c'était très sincère, c'est très sincère, et ça allait beaucoup plus que le goût traditionnel de l'aristocratie britannique pour la vie à la campagne et les chevaux et les chiens. C'est-à-dire que cette aristocratie britannique fait de grands profits dans l'agriculture intensive. Et là, il est en conflit avec d'ailleurs sa sœur Anne, qui a elle-même une ferme et des terres. Et je pense que cela se sait. Et donc, ça prend un relief particulier. On sait qu'il est sincère, on sait qu'il s'informe en permanence, qu'il est en contact et qu'il organise des réunions très régulières avec des entre guillemets, pontes de l'écologie mondiale qui ne s'entendent pas nécessairement, mais on le sait. Donc, pour rejoindre ce qu'a dit mon voisin, il a un petit bonus de départ qui s'appelle la sincérité. Ouais, ce n'est pas fake, pour le coup. Voilà, c'est pas une posture. Voilà, il a vraiment un intérêt. Et c'est en phase avec ce que demande une certaine nouvelle génération, Clémence Fourton. Ça lui donne un atout politique, même. Tout à fait. Il y a 2 éléments là-dessus. Le premier, c'est que le soutien à la monarchie s'accroît en fonction qu'on monte en âge. En tout cas, les personnes de sa génération lui sont beaucoup plus favorables que les jeunes générations où le sentiment républicain est même majoritaire selon certaines enquêtes. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, ça peut lui assurer une forme de popularité auprès des jeunes. La seconde chose, c'est que la première ministre britannique, la nouvelle... Liz Truss. Voilà, Liz Truss... elle est au contraire en train de faire marche arrière sur les questions écologiques. Elle a lancé de renouveler des programmes de recherche d'hydrocarbures en mer du Nord. Elle a donné son accord pour la fracturation au gaz de schiste. Voilà. Donc là-dessus, ça c'est intéressant, je trouve, parce qu'il peut incarner une forme de la voix de la société civile, peut-être. Et on sait qu'il est contre. On sait que le roi est contre. Tout ce qu'il a dit sur l'écologie, il n'a pas besoin de le redire. On le sait, les jeunes vont le suivre. Bon, sur l'histoire du gaz de schiste à fragmentation, si la première ministre décide de le faire, je ne suis pas sûr qu'elle le fasse. Bon, ben le roi pourra lui dire dans leurs entretiens hebdomadaires, attention madame, moi je suis contre, faites attention. Mais il ne le dira pas publiquement, il ne peut plus le faire. Mais on le sait qu'il est contre, on le sait. Et ça suffit déjà. Ben, bien sûr. Il y a une autre question que vous allez peut-être trouver étrange, mais pourtant elle est soulevée dans le film. Quelles conséquences au fait que le Royaume-Uni est désormais un roi et non plus une reine? Je vais vous poser la question dans un instant, mais je vous laisse redécouvrir cet extrait. Le succès de la monarchie britannique aujourd'hui doit beaucoup au fait que nous ayons une reine. Quand on se penche sur l'histoire de la monarchie, ce sont les femmes, Victoria en particulier et Élisabeth, qui lui ont donné cet éclat. La féminité et l'aspect maternel de ces femmes ont donné une autre dimension à la monarchie du Royaume-Uni. C'est l'un des défis auxquels sera confronté un futur roi, comme Charles ou William. Alors j'ai trouvé que c'était une drôle de déclaration, mais est-ce qu'elle a du sens, oui? Moi, je trouve qu'elle est très fondée. Oui. Parce que, paradoxalement, l'arrivée d'Élisabeth avait connu également un grand bonus, d'autant qu'elle était femme et jeune, et qu'elle avait une tenue, une grâce et une élégance. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Et c'est sûrement difficile d'incarner le principe monarchique, puisque la monarchie, c'est l'incarnation de ce principe de droit divin. Oui, enfin, en tout cas d'aspiration divine, chez un homme, et un homme d'âge quand même, dont on sent que le visage porte les stigmates d'épreuve, d'un caractère également tourmenté, et les premières voussures de l'âge. Néanmoins,
il a, dans ses premières déclarations, manifesté quelque chose qui est très important. C'est le sentiment qu'il était dépositaire d'une expérience. Il a eu un discours apaisant, y compris, et c'est anecdotique, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, vis-à-vis de ses turbulents enfants ou petits-enfants. Et ça joue dans les inconscients de tout un chacun. Un roi plutôt qu'une reine, Olivier Cadic. Que vous inspire cette déclaration? Rien, parce que ce sont uniquement des rôles. Mais oui, mais c'est pas l'habit, enfin l'habit fait la personne. Je veux dire, c'est pas vous mettez n'importe qui. Je suis désolé. À ce moment-là, on a un roi en Espagne, ça va très bien. Il incarne très bien la monarchie espagnole. On a une reine au Danemark, elle est formidable dans son rôle. Pas une question de genre. Il faut absolument pas. C'est un rôle très particulier. Il faut beaucoup de tenue, beaucoup de dignité. D'élégance On aussi. est tout le temps dans la réserve, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que bon, il a pris des positions environnementales qui pourront plaire à certains, pas à d'autres, mais il a pris quand même des positions très catastrophiques parfois sur la médecine, où il a eu des propos qui ont vraiment perturbé le secteur médical. Donc c'est très dangereux à partir du moment où vous êtes roi ou reine et que vous devez vous exprimer sur un sujet, parce que personne ne détient la vérité. À quoi vous pensez dans ces propos sur la médecine qui ont été... Il avait eu des propos sur le fait que les médecines alternatives, enfin, lui qui a accès aux meilleurs médecins, il expliquait qu'éventuellement, si on se passe des médecins, c'était aussi bien. Il avait laissé passer ça, ça avait créé un scandale. Et donc, là, il doit prendre conscience de la responsabilité qu'il a aujourd'hui. Il a aujourd'hui, je pense qu'il est l'homme de la situation. Moi, j'en suis convaincu, parce que c'est effectivement, comme ça a été dit, il a eu le temps de se préparer. Il est autour de lui une structure qui lui prépare les choses. J'ai cru comprendre qu'on lui mettait même son dentifrice sur sa brosse à dents. Oui. Donc je veux dire, à ce point-là, si vous voulez, je me fais pas trop de soucis pour lui. Il est effectivement attendu. Maintenant, ça a été dit, effectivement, les Républicains sont dans la révérence aujourd'hui, sont dans la retenue. Ceci étant, certains ont été choqués de voir avec quelle vitesse il a nommé William prince de Galles. Au Pays de Galles, ça va certainement aussi faire parler dans quelque temps. Donc, faut laisser aussi les choses s'apaiser. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les Britanniques sont dans l'émotion, ils ont un deuil, qu'ils vivent tous, pour certains intensément. Pour nous, c'est un peu difficile à comprendre. Il faut vraiment être britannique. D'ailleurs, les Britanniques le disent eux-mêmes. Tu peux pas comprendre vraiment. Et donc, je partage ça. Nous-mêmes, en étant extérieurs français du Royaume-Uni, on est effectivement dans le côté sidération. On partage leur deuil. Sincèrement, on voit qu'ils sont vraiment éprouvés. Donc, on est effectivement dans la retenue. Maintenant, on est aussi on a un peu plus de distance, et c'est logique, parce que pour nous, tout ça nous semble quand même un petit peu surnaturel. Et puis, il y a un changement de style. Je pense que vous l'avez vu, un peu comme nos téléspectateurs. Vous êtes peut-être tombé sur ces images qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, où on voit qu'il a des manières parfois un peu inélégantes, des images où il a des gestes jugés méprisants, expéditifs, avec celui ou celle qui doit nettoyer son bureau, d'autres images encore plus récentes où il s'agace d'un stylo qui fuit. On la voit, cette scène qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça montrerait un certain mépris, un certain snobisme que n'avait pas la reine, ou est-ce qu'on lui pardonne moins à lui qu'on lui pardonnait à elle? Comment voir cela? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, monsieur Cadic, et je tempérerais aussi l'analyse de la monarchie comme une institution moderne et en avance sur son temps. Sur la question du genre, par exemple, la question de la primogéniture, de comment se transmet le titre royal de génération en génération. Jusqu'à il y a quelques années, la couronne d'Angleterre était transmise en priorité aux héritiers mâles, aux héritiers masculins, hommes. Et c'est seulement depuis quelques années que cette loi a été changée pour que, et c'est à l'occasion d'une naissance, pour que la princesse Charlotte, si elle doit un jour hériter de la couronne, ne se fasse pas remplacer, devancer dans l'ordre de succession par son petit frère. Donc, je veux dire, il y a aussi ça. Et là, les gestes qu'on a pu voir, vous évoquiez l'anecdote du dentifrice. Enfin, c'est aussi un monde d'extrême richesse, de privilèges, de relations hiérarchiques extrêmement marquées. Et c'est aussi ça qu'on a perçu là, à ce moment-là, dans cette histoire de stylo qui fuit. Après, on peut aussi lui trouver des excuses. Il vient de perdre sa maman. Enfin, voilà, c'est un moment de deuil, c'est difficile.
on peut dire tout ça, bien sûr, mais il faut aussi le remettre dans voilà. Mais est-ce qu'il est différent? Excusez-moi, moi j'ai trouvé, en regardant cette histoire d'encrier et de stylo qui fuit, j'ai trouvé que sa réaction était très humaine. C'était pas la réaction d'un roi, c'était la réaction de vous et moi, avec un stylo qui fuit. En public, avec toutes les caméras, il était un peu énervé, mais moi je pense... Enfin, on traite bien les gens qui nous entourent. Je pense qu'il a intérêt à ne plus paraître énervé. Parce que... Oui, certainement. Mais est-ce qu'on lui pardonne moins les choses à lui qu'on ne les pardonnait à sa maman? Ou est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il est moins élégant? Est-ce qu'il est plus snob qu'elle? Mais elle était parfaite. Alors, faire mieux, c'est difficile. Hein. Cette image n'aurait pas été publiée si ça avait été la reine. Ah voilà, est-ce qu'il y a un traitement médiatique différent parce que c'est lui? Je pense qu'avec elle, il y a eu beaucoup d'images censurées pour que tout paraisse absolument lisse et que les conseillers de Buckingham resserraient vraiment les boulons. Et je ne serais pas d'ailleurs étonnée qu'un certain nombre d'images ne finissent par réapparaître. D'elle, cette fois. Oui. On parlait tout à l'heure de bêtises qu'il ait pu dire, vous parliez de la médecine. Il y en a d'autres qui ont dit des bêtises. Le prince Philippe, par exemple. À la pelle et à la tractopelle. À la tractopelle. Et donc, voilà, tout le monde lui a pardonné. Et ça n'a pas vraiment agi sur la façon de gouverner de la reine. En tout cas, pas sur l'image de la reine, ça c'est certain. Bien sûr. Et puis la princesse Margaret aussi, ça n'a pas été... Oui, c'était effrayant. Mais vous êtes sans doute comme moi, vous voudriez être petite souris pour connaître le contenu des séances hebdomadaires avec le Premier ministre. Elisabeth avait fait de ça une sorte de psychanalyse des prime ministers, n'est-ce pas, qui étaient confrontés chaque semaine à quelque chose de plus grand que la transcendance monarchique, qu'elle incarnait parfaitement. Je ne suis pas sûre que ça se passe de la même façon avec Charles. Et le côté freudien de l'affaire risque de disparaître au profit de petites séances électriques. Donc, en deux mots simplement, pour ces fameuses rencontres hebdomadaires, il y a deux premiers ministres qui ont dit quelque chose. Pas de ce qui s'était dit, mais qui ont parlé de la manière dont c'était fait. C'est Harold Wilson, qui était travailliste, et qui disait... Quand j'ai envie de parler vraiment de politique étrangère avec quelqu'un qui s'y connaît, je parle avec la reine. Et voilà, ça c'est sûr. Et puis le deuxième, c'est John Major, qui a succédé à Margaret Thatcher, et qui disait, il y a plein de choses que je ne dis pas à mes ministres, mais avec la reine, je dis. Alors, ça ne sera pas répété. Justement, alors ça a été beaucoup dit, mais on va quand même le rappeler ici. La mort d'Elisabeth II intervient à un moment très compliqué pour le Royaume-Uni. Il est sorti de l'Union européenne, il vient de changer de Premier ministre, on va en parler tout à l'heure assez longuement. Et puis, le Royaume fait face aux velléités d'indépendance de l'Écosse ainsi qu'aux divisions nord-irlandaises, car, rappelons-le, et une carte va nous y aider. Le Royaume-Uni est constitué de 4 nations qu'on va voir, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Rappelons aussi que Charles III ne prend pas seulement la tête du Royaume-Uni, il prend les rênes du Commonwealth, composé essentiellement d'anciennes colonies britanniques. Le Commonwealth, ce sont près de 2,5 milliards d'habitants. Le Royaume va-t-il trembler? Le Commonwealth va-t-il être un peu bousculé? Avant d'en parler, voyons comment est décrit dans le film l'attachement de la reine au pays du Commonwealth lorsque, par exemple, l'Australie organise un référendum pour une république. Elle voit cela d'un très très mauvais œil. Regardez. Évidemment, l'idée de république ne plaît pas beaucoup à la reine. Mais jamais, au grand jamais, vous ne l'entendrez faire part de la moindre opposition à cette idée. Et au moins en public, elle acceptait que les Australiens décident eux-mêmes de leur sort. De toute évidence, la reine et sa famille tenaient à maintenir les relations les plus étroites possibles avec l'Australie. La reine s'inclinera devant la décision prise par les Australiens à l'issue de leur référendum. Elle redoute davantage qu'un pays puisse quitter le Commonwealth. Alors là, on est dans des enjeux plus politiques, plus géopolitiques. Clémence Fourton, est-ce que le Commonwealth peut tenir sans la reine ? Oui, je pense. Oui. Il est fondé en 1949, donc avant le début du règne de la reine, pardon. Ouais. Voilà, et puis à nouveau, c'est comme pour la couronne elle-même, c'est-à-dire que ce sont des institutions qui perdurent au-delà des personnes. Alors, il peut y avoir, bien sûr que la personne colore ces institutions et lui donne une saveur, une particularité. Surtout quand ça dure 70 ans. Absolument, absolument. Quand même... Et qu'elle a assuré une forme de continuité, ne serait-ce que par sa permanence par rapport au défilé du personnel politique. Mais
Mais en revanche, je ne pense pas que l'institution ne soit réellement... l'institution du Commonwealth ne me semble pas fragilisée, je peux me tromper, hein, bien sûr, par sa disparition. Olivier Cadic, vous êtes d'accord ? Je partage ce point de vue tout à fait. Enfin, moi, je compare souvent le Commonwealth à l'OIF. C'est un club où il fait bon être pour pouvoir, pour certains pays, pour faire de l'influence. Et là, c'est exactement le rôle. Après, la question du Royaume-Uni, c'est autre chose suite au Brexit, puisque là, on est clairement face à une difficulté, que ce soit pour l'Écosse ou l'Irlande du Nord, et peut-être même le Pays de Galles, désormais. Donc là, on sent bien que, d'ailleurs, il y avait eu une grande question quand on avait mis l'idée de mettre en place un parlement écossais. Au départ, la reine était sur la réserve, puis a finalement accepté l'idée. Je crois que les Écossais peuvent très bien sortir du Royaume-Uni tout en gardant leur attachement à la couronne. Et d'ailleurs, c'est bien le message qu'ont fait passer le Parti national écossais. Et donc, quand la Première ministre a bien montré son attachement à la couronne, ils s'écartent de la position républicaine. Il y a des républicains dans le Scottish National Party, mais en tout état de cause, ça n'est pas un sujet. Donc, il n'est pas question de s'affranchir de la monarchie. Il est question de éventuellement sortir, de se déconnecter du Parlement britannique, du Parlement anglais. Et le décès d'Élisabeth II, là, peut vraiment accélérer le processus, selon vous ? De toute façon, la question, ça va être une question éminemment politique. On a maintenant un nouveau Premier ministre, ça ne vous a pas échappé, mais depuis le référendum du Brexit, on en est à notre 3e Premier ministre au Royaume-Uni, en l'espace de 6 ans. Je ne lui donne pas une espérance de vie en tant que Premier ministre au-delà de 2 ans, donc au plus tard la prochaine élection. Il commence déjà à y avoir des complots pour remettre Boris Johnson. Entre parenthèses, d'ailleurs, ceux qui sont les Britanniques, il y en a qui me disent finalement la monarchie c'est vraiment très bien. T'imagines qu'on ait 2 Boris Johnson à la tête de l'État. Donc ça vous montre l'idée d'avoir un référentiel qui est le monarque, justement, qui est vraiment le point d'appui, et le Premier ministre qui passe. Là aujourd'hui, il faut laisser passer la période de deuil parce que l'émotion. On est vraiment dans le respect là pour les Britanniques. Ils vivent quelque chose d'intense, mais dans une semaine. Un peu plus d'une semaine maintenant, ça va redémarrer et ils ont les problèmes qui vont revenir à toute vitesse. Avec un éclatement possible du Royaume-Uni pour vous ? Depuis le début, depuis le vote du Brexit, à partir du moment où 60% des Irlandais du Nord et 55% des Écossais avaient voté non à la sortie de l'Union européenne, on savait que ça allait accroître la tension. Le problème va revenir, puisque la Première ministre Sturgeon a bien dit qu'elle voulait un référendum. Liz Truss a dit pas question. Donc, il va y avoir un bras de fer. De toute façon, elle va être confrontée à tellement de problèmes. Et est-ce qu'elle va être la personne de la situation ? Donc, on voit bien que la pression va arriver maintenant sur Liz Truss. Tout le monde attendait depuis 6 semaines les décisions du gouvernement. Ils étaient en campagne électorale. À peine elle arrive, on attendait les premières décisions. Hop, ça redémarre, on repart pour 10 jours de période d'interruption. Là, tout le monde attend. Il faut voir que les mouvements sociaux ont été interrompus. Oui, la question sociale sera aussi intéressante. Mais d'abord, cette question politique du Royaume-Uni. Le premier problème qui va se poser, c'est l'Irlande du Nord. Parce que là, en Irlande du Nord, il y a vraiment beaucoup de la population qui est contre le roi. On a même fêté la mort, quelque part, de la reine, ce qui est quand même terrible. Bon, et puis il y a ce problème de la frontière avec le Brexit. Ça, c'est quelque chose de totalement explosif. Que peut faire le roi ? Pas grand-chose, rien du tout. Simplement, je ne sais pas comment il peut évoluer, mais lui, il a quand même intérêt à donner à son fils, lorsque le moment viendra, une monarchie et un pays en état de marche. C'est pas sûr que ça se fera. Que peut faire le roi ? Pas grand-chose, dites-vous, mais est-ce que par des déplacements, est-ce que par des déclarations, il peut faire quelque chose ? Vous allez peut-être trouver la question folle, mais certains observateurs font remarquer que la reine s'était retirée, avait presque décidé de mourir en Écosse. Faut-il y voir là presque son dernier acte politique ? Est-ce qu'elle était capable de cela ? Elle aimait bien Balmoral, elle y allait tous les étés, elle était certainement en meilleur état. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans cette... Je n'en suis pas sûre. J'ajouterais... Ça m'a traversé l'esprit, j'avoue. Ça vous a aussi Oui, moi, ça m'a traversé l'esprit, mais parce que la couronne est unioniste par définition. C'est-à-dire que c'est au nom de la couronne que l'Irlande a été colonisée. Voilà, quand on remonte au Moyen-Âge. Enfin, mais je veux dire, c'est aussi cette histoire-là qui est associée à la monarchie. Et donc, il n'y a aucune différence... Enfin, il y a eu peu de différence, je dirais, entre
entre Élisabeth et Charles, c'est-à-dire que la couronne, pour les nationalistes et donc républicains irlandais, de même que pour une partie, mais vous avez tout à fait raison, pas tous, des nationalistes indépendantistes écossais, la couronne représente ça aussi, cette suprématie anglaise, cet impérialisme éventuellement. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi cette symbolique-là. Oui, peut-être. Oui, elle s'affichait toujours en kilt. Le petit déjeuner avait lieu au son de la cornemuse, ce qui, pour certaines oreilles, n'était pas une sinécure. Et Charles III peut faire cela, il peut aller dans le symbole. Et puis aussi par rapport aux communautés, parce que là, il y a un sondage récent qui vient de sortir, une étude récente, disant que nombre des membres de la communauté musulmane au Royaume-Uni se perçoivent comme des citoyens de seconde zone et qu'un certain nombre de faits dans la pratique commune de la vie le démontrent avec beaucoup d'éclat. Donc Charles a toujours été intéressé par les communautés au point qu'il était très réticent à soutenir Salman Rushdie. La reine, elle, l'a anobli. Et je pense qu'il fera des gestes assez... au point de vue des gestes rassembleurs, fédérateurs oui, mais de présence, sans nécessairement parler, auprès des communautés musulmanes, auprès des communautés pakistanaises, indiennes ou d'Afrique originaire des pays africains ou asiatiques, qui sont nombreuses et au Royaume-Uni. Il l'a déjà fait quand il a parlé de la religion. N'oublions pas qu'il est gouverneur donc de l'Église anglicane. Il a dit qu'il était non seulement défenseur de la foi, mais des foi. Des foi, oui. Donc on sait qu'il y a beaucoup de communautés dans le Royaume-Uni et en Grande-Bretagne en plus. Eh bien, c'est quand même quelque chose qui prouve qu'il s'étend. Il étend un peu les choses vers les autres communautés. Et il fédère, il rassemble dans un royaume qui semble donc quand même un peu fragilisé en termes d'unité. Il est le garant de l'unité. Donc il faut qu'il ajoute de l'unité à l'unité, si je puis dire. Et puis alors sur le plan social, économique, vous l'avez un petit peu dit, Olivier Cadic, la tâche s'annonce-t-elle plus rude pour la nouvelle Première ministre Liz Truss? Avant de vous demander votre avis, je voudrais là aussi que l'on revoie ensemble un passage du film où il est bien dit que cette famille royale est proche de son peuple et qu'elle a même tout fait pour essayer de ressembler plus ou moins à une famille britannique moyenne. Regardez. Autrefois, la monarchie se situait au sommet de la hiérarchie sociale. Elle entretenait des relations avec les ducs, puis avec les barons et enfin avec le peuple. La particularité de la monarchie constitutionnelle britannique est qu'elle entretient un lien direct avec le peuple. Alors bon, lien direct, certes, mais est-ce que ça va jusqu'à se faire entendre, écouter par les familles très pauvres, très défavorisées du pays, Clémence Fourton? Oui, elle cultive une forme de proximité, c'est certain. J'avais lu un chiffre, je crois que c'est 20% des Britanniques l'ont rencontré un jour dans leur vie. Donc il y a cette forme de cette recherche du bain de foule, etc. Après, on est sur la richesse à nouveau. Enfin, je veux dire, la couronne possède des territoires, des terres, du foncier au Royaume-Uni, mais ça se chiffre en milliards de livres. Et le contexte social aujourd'hui du pays peut laisser croire que des voix pourraient s'élever contre ça. Tout à fait. Et il y avait un article dans la presse de droite qui essayait, dans la presse vraiment, qui manifestait du zèle vis-à-vis de la monarchie, qui essayait d'identifier les gestes qu'Élisabeth avait faits pour la planète. Bon, et si vous voulez, c'est un peu quand on est dans une situation où une situation sociale où les gens ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leur facture d'électricité à la fin du mois, ce discours sur l'écologie supposée de la reine est un peu en décalage. D'autant plus que pour le symbole, Liz Truss apprend le décès de la reine au moment où elle est en train justement d'annoncer un plan massif d'aide pour les prix de l'énergie, Olivier Cadic. Donc on est dans un contexte social explosif aussi.
Oui, ça faisait. On attendait la nomination de la nouvelle première ministre pour pouvoir savoir quelles allaient être les décisions. Boris Johnson a temporisé toutes ces dernières semaines en disant c'est à la première ministre de faire les annonces puisque c'est elle qui assumera les décisions politiques. Donc au moment où tout le monde attendait, elle a eu le temps justement de dire que ça allait être limité pour les particuliers à 20 à 25% d'augmentation sur l'électricité. Elle n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit pour les entreprises. Donc tout le monde est dans l'attente de toute façon côté entreprise. Donc tout le monde attend là aujourd'hui. Et effectivement, les mouvements sociaux, les grèves des postiers, les cheminots, effectivement, ont été suspendus, alors que là, on devrait être en grève. Voilà, donc tout le monde attend les décisions. Ça va arriver donc la semaine prochaine, un certain nombre de décisions. Il va falloir qu'elle les assume parce que c'est clair qu'au niveau des services publics, ils attendent des augmentations de salaire. Il semblerait qu'il n'ait pas satisfaction. Donc on sent qu'il va y avoir effectivement un bras de fer. Elle-même se drape maintenant dans l'uniforme où elle veut devenir la future dame de fer. Donc elle se présente comme la successeur de Margaret Thatcher. Donc ça promet. Et voilà, ceci étant, de ses amis, ses propres amis, ne lui veulent pas tous que du bien. Donc là aussi, donc on va voir comment ça va évoluer au niveau du Parlement. Non, la situation est vraiment très compliquée au Royaume-Uni. Les gens, ils sont dans le... Faut bien comprendre que pour les Britanniques, actuellement, il y a effectivement une forme d'angoisse par rapport à la situation. Ceci étant, et c'est là où ils me fascinent toujours, c'est qu'ils sont flegmatiques. Tu vois, vous les voyez faire la queue à Londres pour se recueillir. Vous les voyez avec je parlais de l'accident d'un monsieur de 81 ans qui était décédé après quelques heures sans soins aux urgences à Strasbourg. Il a attendu 21 heures. Et les Britanniques m'ont dit chez nous, c'est 2-3 jours avant qu'on se rende compte qu'il est mort. Hein. Donc, ils ont une capacité de prendre de la distance avec tout ça et effectivement de dire ils ont un vrai sujet, mais ils sont aussi capables de les encaisser. Est-ce que c'est lié à la citation de la reine Never complain. Ceci étant, peut-être que c'est passé et que c'est culturel. Moi, vous parliez de Margaret Thatcher. Je vivais en Angleterre justement lorsqu'il y a eu la grève des mineurs. Ça a été quelque chose de terrible. Arthur Scargill et tout. Madame Thatcher voulait faire mordre la poussière aux syndicats. Elle l'a fait. Ils n'ont rien obtenu. Je suis allé au fin fond du pays de Galles, là où les mines fermaient les unes après les autres, en voyant des gens pauvres, la pauvreté de la pauvreté. Il y a un retraité qui m'a montré sa fiche de paye de retraite où ça devait être 60 € par mois, un truc comme ça. Mais malgré tout, ils étaient fiers d'être britanniques. Nous sommes fiers d'être britanniques, donc nous sommes fiers d'avoir une reine, c'était la reine à l'époque. Et ça m'avait frappé. Je me suis dit, c'est dans leur gène. C'est un truc qu'on ne peut pas comprendre, nous, Français. Au point d'accepter encore le train de vie de la famille royale ? Mais oui, bien sûr qu'ils acceptent le train de vie de la famille royale. C'est anecdotique pour eux ? Moi, je pense que Charles va faire des restrictions. Oui, il va transformer certains palais en fondation ou en centre d'accueil pour, par exemple, des think tanks ou des choses comme ça. Il va certainement vendre des domaines. Pourquoi dites-vous cela ? Sous la pression de l'opinion ? Parce qu'il sent que les Britanniques ont besoin de gestes ? Parce qu'il le sent, parce qu'il est quand même un homme pragmatique et pas du tout le doux rêveur qu'on avait caricaturé dans les années 80. Si les Britanniques n'ont plus de quoi finir le mois, Clémence Fourton, est-ce que Charles III peut avoir, lui, une parole rassurante, comme Élisabeth II a eu une parole rassurante au moment de la crise Covid ? Est-ce qu'il peut jouer ce rôle d'apaisement du climat social ? Il ne fera pas un discours public, il le fera d'une manière détournée. Il y a le rôle éminent des conseillers de communication, des spin doctors. Ce sont quand même eux qui ont résolu l'affaire Camilla et sont derrière aussi cette espèce de spectacle extraordinaire qui réassure la monarchie dans l'idée qu'on a d'elle. Et tout ça est très, très pensé. Et contrairement à Meghan Markle, il n'applique pas du tout les principes d'Hollywood.
Mais bien sûr qu'il peut avoir une parole de cet ordre-là, mais enfin, à nouveau, les questions matérielles, économiques n'en seront pas résolues pour autant. Et d'ailleurs, ce moment est assez intéressant. Donc, après-demain, le jour des funérailles de la reine, il y aura donc, c'est un jour férié, ce qui a été décidé d'être, par le gouvernement britannique, annoncé que ce serait un jour férié. Bon, il n'y a pas de législation concernant le paiement de cette journée pour les employés. Tout est laissé à la discussion, à la négociation entre salariés et employeurs. Bon, ça, c'est assez typique, en fait, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une forme de moment de limbe politique, puisqu'on a eu cette élection qui a duré très longtemps cet été de la nouvelle Première ministre. Là, maintenant, il y a ce moment de deuil qui suspend un peu toutes les affaires courantes. Et en même temps, la crise sociale continue et n'est pas résolue. Un contexte bien compliqué qu'on suivra évidemment aussi sur l'antenne de Public Sénat. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le documentaire ainsi que le débat sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet en replay publicsénat.fr. À très vite sur Public Sénat.